vraiment nourrissent le cyberharcèlement en particulier, et qui finalement, à un moment donné, si la loi ne vient pas réguler, il ne se passera rien. Elles continueront, ces entreprises, d'aller plus loin, elles enrichiront leur contenu avec de l'intelligence artificielle, ce qui rendra tout ce que je vous raconte encore plus massif, encore plus emprisonnant. Et donc c'est pour ça que je les compare à des mafias, parce que je dis, quelle est l'autre industrie dans laquelle on trouve des gens qui savent que leur produit est toxique, qui néanmoins le continuent et même le rendent encore plus efficace dans sa toxicité, et qui plus est, vont chercher à recruter des usagers de plus en plus jeunes. Parce que l'une des choses qu'on apprend dans les repentis de Facebook notamment, c'est que l'entreprise, en interne, elle a tout un tas de stratégies qui sont dévoilées dans des slides, dans des réunions stratégiques, etc. Et notamment une slide un peu fameuse maintenant, dans laquelle elle explique comment elle va faire pour enrôler les enfants de moins de 3 ans. Donc en gros, on fait des nouveaux clients. Alors que l'on sait, tous les pédopsychiatres, etc., tout le monde, tous les gens, les professionnels qui s'intéressent à l'enfance vous disent, s'il y a vraiment un âge auquel il ne faut jamais donner d'écran, c'est bien celui-là. Les 0-3 ans, et même je dirais les 0-6 ans en vérité, mais bon, bref, déjà les 0-3 ans, jamais d'écran. Ça atrophie vraiment leurs neurones en fait, et de façon irréversible malheureusement. C'est pas quelque chose qu'on peut rattraper avec le temps. Donc c'est pour ça que moi, quand j'ai plongé dans cet univers des GAFAM et que je me suis dit, mais oui, il n'y a absolument aucune éthique naturelle. Alors tu me diras quelque part, quelle est l'entreprise qui spontanément a de l'éthique? C'est la question qu'on peut se poser. Enfin, il en existe, mais l'industrie du tabac n'avait pas forcément d'éthique à ses débuts, etc. C'est la question qu'on peut se poser, d'où finalement la conclusion de mon enquête, hein, c'est de dire, c'est pas elle d'avoir de l'éthique spontanément, intrinsèquement, c'est aux législateurs de venir la réguler. Oui, il y a un certain nombre. Oui, je suis désolée parce que du coup ça rend le tableau vraiment très sombre, mais c'est vrai qu'il y a une dimension extrêmement sombre dans cette histoire, et c'est la réalité. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est quand je réfléchis à tout ce que fait le numérique à outrance, encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mettre dans le même sac, mais le numérique à outrance et les principaux usages que nous en avons. Parce que vous savez, je fais juste une parenthèse, mais parfois les gens me disent mais Najat, tu mets pas un peu tout justement dans le même sac, parce que après tout, sur Internet, il y a aussi Wikipédia, il y a aussi des usages pédagogiques et tout ça. Et moi je dis, c'est vrai, d'abord c'est vrai qu'il y a aussi des usages intéressants, mais honnêtement c'est un peu comme autrefois en France, enfin autrefois il y a 20 ans, en France quand on demandait comme ça aux gens quelle était la chaîne qu'ils regardaient le plus à la télévision, 80% des gens répondaient Arte. Et après, quand on regardait la réalité, vous savez, on voit les usages télévisés, etc., on se rendait compte que c'était à peine 5% qui regardaient Arte. La vérité, c'est que les gens regardaient TF1. Voilà. Bon, ben, c'est pareil avec le numérique, c'est-à-dire bien sûr que Wikipédia existe, mais enfin, ce sur quoi on scrolle pendant 3 heures, c'est sûrement pas Wikipédia. Ça se saurait quand même. Et donc, je disais, cet usage-là du numérique, c'est-à-dire l'usage intensif des réseaux sociaux en particulier, le caractère infini, qui n'a rien d'une évidence après tout. Hein. Avant, c'était pas comme ça, on ne déroulait pas des fils à l'infini, à un moment, ça s'arrêtait. Tout ça, donc cet usage exagéré, on va le dire, a des effets non seulement, je le disais, sur notre débat public, sur notre santé mentale, mais aussi sur notre environnement et sur les humains eux-mêmes, parce que concrètement, comme tu viens de le dire, il en faut des tonnes d'eau, de refroidisseurs, d'énergie, etc. pour alimenter toute cette immense machinerie. Et il faut savoir que par exemple en matière d'électricité, l'intelligence artificielle est encore plus consommatrice, 10 fois plus consommatrice que le reste d'Internet, juste pour que vous le sachiez. Donc la prochaine fois, si vous devez faire une recherche du style où trouver le meilleur restaurant à Rabat, il vaut mieux la faire sur Google que de la faire sur ChatGPT, parce que dites-vous que votre petite question, elle consommera 10 fois plus d'électricité sur ChatGPT. Bon, voilà. Mais je referme cette parenthèse. Donc c'est, au contraire, il y a une emprise physique, c'est pas du tout immatériel le numérique, il y a une emprise physique considérable. Et le secteur du numérique, en termes, encore une fois, de tous ces refroidisseurs et toute cette électricité, est devenu plus énergivore récemment que celui des déchets. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand on réfléchit.
Deuxièmement, il y a la question des humains qui sont mis à profit pour faire travailler ce numérique, et notamment de ce que j'appelle les nettoyeurs du web, car figurez-vous que même si on voit beaucoup de choses qu'on ne devrait pas voir sur les écrans, hein, y compris, je sais pas moi, de la pornographie pour les plus jeunes, des choses comme ça, des contenus terroristes et tout, même s'il y a beaucoup de choses qu'on voit alors qu'on ne devrait pas les voir, figurez-vous que dans l'absolu, ce qui est créé comme contenu et mis comme contenu est encore plus violent que ce qu'on croit, que ce qu'on voit. C'est simplement qu'une partie de ce contenu ultra violent a été retirée en amont pour nous préserver. Et il a été retiré par qui? Il a été retiré par ce qu'on appelle les nettoyeurs du web, c'est-à-dire des personnes qui généralement sont dans les pays du Sud, payées au lance-pierre, une misère par les GAFAM qui se mettent pourtant beaucoup d'argent dans les poches, pour finalement venir modérer et retirer les contenus les plus problématiques. C'est-à-dire que ce sont ces personnes qui passent généralement 10 heures par jour à filtrer les contenus en voyant des images vraiment de violence insoutenable, etc., même de meurtre, hein, pour les enlever de nos écrans. Et ça, on se dit, mais est-ce que, je ne sais pas, est-ce que les GAFAM, par exemple, prévoient un accompagnement psychologique pour ces personnes qui, jour après jour, 10 heures par jour, voient ce type de contenu? Non, rien. Parce que c'est le Sud, parce que c'est des gens à qui déjà on fait l'honneur de donner un job, en quelque sorte, en ligne. C'est cette colonisation-là dont je parle et à laquelle il faut rajouter la troisième que tu as évoquée tout à l'heure, qui est en effet que deviennent nos déchets électroniques dans ce surusage du numérique, car obsolescence programmée, tout devient déchet évidemment très vite. Eh bien, 80% des déchets électroniques du Nord finissent au Sud, dans des pays notamment comme le Ghana, par exemple, que je cite parce que c'est vraiment un pays très illustrant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, en fait, les conventions internationales, pour votre information, interdisent de renvoyer ces déchets électroniques d'un pays à l'autre. Donc normalement, déjà, ça devrait être impossible que des déchets électroniques soient renvoyés du nord au sud. Parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser pour polluer juste un autre continent. Bon, alors, quelle est la manipulation qui a été trouvée pour le faire quand même, puisque c'est fait, puisque je vous le dis, c'est 80%. La manipulation, c'est de dire, non mais en fait, ces déchets, ils vont resservir sur le marché local en recyclage, en deuxième usage, en quelque sorte, ils vont être revendus, etc. Et en fait, exactement. Et en fait, la réalité, c'est que seul 17% est recyclé, et que donc, cette immense quantité, ces tonnes de déchets électroniques, ils vont tout simplement brûler en plein air, dans des décharges à ciel ouvert, j'évoquais le Ghana ou d'autres pays, polluant considérablement les sols, les populations, et ne servant à absolument personne, contrairement à ce qu'on nous raconte. Donc si vous voulez, le principe de colonisation, là, moi je trouve qu'il est quand même totalement avéré et problématique. En fait, bon, comme on a été tous les deux ministres des droits des femmes, enfin, je veux dire, c'était évident quand vous occupez ce genre de responsabilité que vous vous préoccupez de tout ce qui peut faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes au travail, dans les responsabilités, etc. Mais aussi des batailles culturelles à mener pour que finalement cette hiérarchie entre les sexes ne paraisse plus évidente. Et je pense que dans la vraie vie, dans nos différents pays, des progrès ont été faits du point de vue des législations et même d'un certain nombre de batailles culturelles qui ont été menées. On pense à MeToo par exemple, etc. Contre les violences faites aux femmes notamment. Mais en fait, ce qui me rend dingue, c'est de voir à quel point dans l'univers numérique, on est en train de perdre le bénéfice de toutes ces batailles qu'on a menées et parfois remportées dans l'univers réel. Mais vraiment, on est en train d'en perdre le bénéfice auprès des jeunes générations. Vous n'imaginez même pas à quel point. C'est-à-dire que, ou alors si vous voulez imaginer, inscrivez-vous sur n'importe quel réseau social en prétendant que vous êtes une adolescente de 15 ans et vous allez voir ce qu'on vous propose comme contenu. Même chose, inscrivez-vous en disant que vous êtes un adolescent de 14 ans et vous allez voir. Et en fait, ce qu'on va vous proposer comme contenu, au bout d'un moment, mais c'est incroyablement hyper sexualisant pour les filles, hyper virilisant pour les garçons, creusant un mur en fait entre les deux sexes, les enfermant chacun dans des schémas extrêmement contraignants et réducteurs
notamment pour les filles, mais c'est pas beaucoup mieux pour les garçons, mais dans des genres différents. Pour les filles, en fait, très très vite, vous allez voir qu'on va essentiellement vous proposer des contenus de maquillage pour apprendre à vous maquiller. J'ai jamais vu autant de contenu pour apprendre à se maquiller. Je savais pas qu'on en avait un tel besoin, mais c'est invraisemblable. Généralement, évidemment, avec des tenues très courtes et tout ça, quand même, une certaine esthétique de ce que doit être une fille, on va dire. Et pour les garçons, au contraire, que des choses très testostéronées, etc. On a le sentiment qu'à travers ce numérique et la façon dont l'algorithme vous adresse les choses, on est en train de faire vivre côte à côte, mais de façon non croisable, deux générations, de réinstaller petit à petit l'idée d'une hiérarchie quand même entre les sexes, l'idée que quand même la femme, c'est bien si elle est au foyer, qu'elle est parfaite cuisinière, etc. Parce que en fait, en gros, c'est un peu ce qui nous vient aussi des États-Unis, c'est le modèle du moment avec le retour de réac, de conservateurs qui font passer ça pour des progrès. Bon. Donc on a un énorme problème de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'en plus, quand vous êtes une femme sur le numérique, il y a un sujet, et notamment les femmes qui ont des responsabilités publiques, c'est que la violence qui s'abat sur vous est très particulière. Et je dis souvent à mes collègues masculins qui sont soit hommes politiques, soit journalistes, soit, enfin bref, des personnalités publiques hommes, je leur dis, mais en fait, vous ne pouvez pas savoir ce que vivent vos collègues femmes, parce que je vous assure, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même expérience qu'on fait, parce que être une femme publique aujourd'hui, dès que vous dites quelque chose, même si vous dites le ciel est bleu, mais c'est encore pire si vous dites quelque chose avec du militantisme dedans, bah, vous prenez des tonnes de menaces de mort, de viol, de machin, etc. C'est normal, c'est partie de la vie. Et donc le problème, c'est que ça vous oblige, par hygiène mentale, ou par souci de sécurité parfois, à régulièrement vous retirer quand même des réseaux, des médias, parce que vous voulez vous préserver. Et le problème, c'est que quand vous vous retirez alors que vous êtes quelqu'un dont la parole, disons, commence à impacter, etc., ben en fait, c'est la parole des femmes qui recule. Si vous vous retirez, vous êtes moins présente pour défendre telle ou telle cause, idée, rhétorique, peut-être qu'une autre femme finira par prendre la suite, mais le temps d'apprentissage est plus long. Donc en fait, c'est ainsi que s'installe l'idée que les femmes n'ont pas vraiment quelque chose à apporter au débat public. C'est quand même très 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 pernicieux, et pour moi ça tient à la violence qui se déchaîne sur elles. Malheureusement, les chaînes d'information continuent s'inspirant énormément des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est aussi comme ça qu'elles fonctionnent, et que tout le monde trouve ça normal. Vous avez dit la situation potentiellement est encore plus préoccupante au Maroc, c'est ça que vous avez dit? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question, et je vous la renvoie, plutôt je la renvoie à la salle, parce que c'est pas évident. C'est-à-dire, oui, il y a un sujet évidemment, notamment en ruralité, avec le faible accès à l'éducation, avec le faible accès à la culture, la condition de la femme, etc., qui fait que bah, finalement, si cet outil se retrouve entre les mains d'enfants qui ne vont pas à l'école, etc., qui n'ont d'autres solutions, d'autres alternatives, aller voir un musée ou lire des livres, etc., c'est évident que le temps qui va être consacré à cet outil va être encore plus important. Donc de ce point de vue, je suis d'accord que c'est un problème. De toute façon, la question sociale, elle rencontre très étroitement tout ce dont on parle, puisque moins vous avez d'alternatives et plus vous allez vous laisser embarquer par ça. Mais en même temps, c'est là que je suis, c'est paradoxal dans ma tête, moi je trouve que le Maroc est quand même une société où on passe encore un peu plus de temps avec ses enfants. Non? En tout cas, moi, c'est le sentiment que ça me donne. Moi, j'ai l'impression que nous, en Europe, en France, on est complètement dépassé. D'ailleurs, à mon avis, c'est la vraie question qu'il faudra se poser dans les prochaines échéances pour un vrai projet de société. Les familles sont dépassées, en fait. Il y a du burn-out parental absolument considérable. Les parents travaillent, alors je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'ils travaillent ou qu'il ne faut pas que les femmes travaillent, attention, hein, au contraire. Mais ce que je constate, c'est que l'équilibre des temps de vie personnels et professionnels, il y a très peu de gens qui arrivent à l'obtenir aujourd'hui. C'est-à-dire on est dans des moments de plus en plus compétitifs. Ah pardon, excusez-moi. Oui. Non, c'est vrai, vous avez raison. Non, vous êtes jalouse. Ah oui, c'est ça. Ah, vous avez raison.
Non, je disais que ce que je constate dans les sociétés du Nord, les sociétés européennes et en France par exemple, c'est que en fait, nombre de familles sont en mode burn-out, avec des parents qui sont complètement dépassés par leur charge de travail, de tout ce qu'il y a à gérer, une charge mentale considérable et permanente. Et finalement, des enfants dont on a peu le temps de s'occuper en vérité, qu'on confie, quand ils ne sont pas à l'école, on les confie au périscolaire, à la garderie, etc., des choses comme ça. On est dans des sociétés où malheureusement les familles ne vivent plus trop ensemble avec les grands-parents et tout ça, parce que, vous voyez, c'est des petits appartements, c'est pas le modèle village, maison, où on aurait ses grands-parents à côté de soi, etc. C'est assez fragmenté, quoi. Et donc tout ça fait que, à mon avis, les enfants sont un peu plus livrés à eux-mêmes, d'une certaine façon, dans ce genre de société-là, et donc plus susceptibles de se retrouver à scroller pendant des heures sur écran. Et mon sentiment, c'est qu'au Maroc, on est moins dans ça, qu'on a encore un modèle qui s'occupe davantage des enfants, collectivement, parce que les grands-parents sont à côté, mais peut-être que je me trompe, hein, ça dépend évidemment d'où on habite. En fait, vous savez, il y a à peu près 1 an et demi de ça, d'ailleurs c'est ce qui est à l'origine de ce livre, hein, j'avais publié une tribune dans la presse en France qui commençait par les mots suivants « J'ai un problème, nous avons tous un problème ». Et ça parlait justement de notre rapport au numérique et aux écrans. Et en fait, c'était une tribune dans laquelle j'exprimais déjà le désarroi collectif qui était le nôtre et le fait qu'il fallait passer à autre chose maintenant et être sérieux sur cette question et se poser les bonnes questions, y compris celle de moins de numérique. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire à l'échelle d'une société? Est-ce que c'est du rationnement? Quelle forme ça peut prendre, etc. Donc, quand j'avais publié cette tribune, ce qui était incroyable, c'est que elle a circulé à la vitesse de la lumière. Mais vraiment, elle a été extraordinairement vue, commentée, critiquée naturellement. Critiquée notamment par des gens qui disaient mais elle cherche à nous censurer, elle cherche à nous imposer notre utilisation du numérique et tout ça. Et c'est anti-liberté. Donc en fait, c'était moi qui passais pour une ennemie de la liberté, ce qui est quand même curieux. Et donc, ce que ça m'avait fait, c'est pour ça que j'ai eu l'idée du livre et que je me suis dit je vais creuser ce sujet, c'est pas possible que les gens y réagissent, pardon de le dire, mais aussi bêtement. C'est pas possible, ça veut dire que c'est encore plus grave, qu'est-ce que vous pensez? Bien sûr, à bientôt. Et donc du coup, dans le livre, en fait, je pense que j'avais cette réaction en tête et je me disais à chaque fois, je ne voudrais pas être mal comprise. Non, je ne suis pas une ludite, comme je le dis à la fin, c'est-à-dire je ne considère pas qu'il faille revenir à un temps où Internet n'existait pas. Non, bien sûr que je sais que ça rend des services, vous voyez, mais on n'est pas obligé de tomber dans tous les pièges de la Terre sans se défendre. Et je donne souvent l'exemple suivant parce que je le trouve très parlant. Je dis, vous savez, quand les voitures, les automobiles sont arrivées dans nos vies, c'était formidable, ça a rendu plein de services, on pouvait se déplacer beaucoup plus facilement, etc. L'économie tournait mieux. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que les voitures, c'est aussi très accidentogène, que ça provoquait plein d'accidents, que c'était problématique, ça défigurait des gens à vie, ça en tuait d'autres. Et on ne s'est pas dit à ce moment-là, ah ben tiens, on va arrêter de produire des voitures, on va revenir à quand on se déplaçait à cheval. Non, on a juste dit, on va réguler l'industrie automobile. C'est-à-dire qu'on va, en effet, imposer aux constructeurs automobiles d'avoir un tableau de bord des vitesses sur toutes leurs autos, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, d'avoir la ceinture de sécurité alors que les individus n'en voulaient pas non plus. On a mis des radars sur les routes, etc., etc. Et donc petit à petit, année après année, décennie après décennie, on a protégé l'usager. Et on a forcé l'industrie. Et donc aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que, et c'est là que j'estime qu'on a vraiment perdu notre liberté, hein, si on n'est plus capable de penser la même chose, de se dire, avec le numérique, c'est pareil, personne ne dit on va revenir à une vie d'avant numérique, mais on va tout réguler dans le numérique, parce qu'en fait, là, c'est le Far West, et on est évidemment les dindons de la farce, c'est les victimes. Et donc, c'est pour ça que le livre se termine sur un certain nombre de préconisations
qui ressemble d'ailleurs à cette industrie de l'automobile, puisque l'idée c'est d'avoir un tableau de bord sur notre téléphone qu'on ne puisse pas retirer, mais qu'on se rende compte du temps qu'on est en train d'y passer pour réveiller notre cerveau en fait, alors qu'il s'est laissé endormir. Des choses qui relèvent du rapport de force avec les GAFAM pour les faire changer leur algorithme en faisant passer notre protection avant toute chose, avant leur profit. Enfin, voilà, donc des solutions, il y en a, mais il faut qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.